Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Questions Jardin. Alors l'hiver approche, la neige, les températures négatives se sont même invitées ces derniers jours sur une partie de la France. Alors comment bien préparer son jardin, son potager à l'hiver? Quand tailler les fruitiers? Comment protéger ces arbustes les plus fragiles? Voilà toutes ces questions que nous allons aborder tout au long de cette émission. Alors, comme on en a pris l'habitude, c'est Marion qui répondra à toutes vos interrogations. Marion a une formation en horticulture. Elle anime aussi aujourd'hui le blog La Main Verte de Marion et nous allons la rejoindre sans plus tarder du côté du Maine-et-Loire. Bonjour Marion, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, Merci. est-ce que la neige t'a rendu une petite visite hier? Alors non, j'ai pas eu de neige récemment. Par contre, j'ai eu une grosse tempête et malheureusement, j'ai eu quelques dégâts, mais rien de bien méchant, tout va bien. Et là, le soleil est au rendez-vous, donc c'est agréable pour animer cette émission. Bon, la serre va pas s'envoler, tu vas être tranquille? Normalement, aujourd'hui, c'est bon. Bon, alors je le disais en introduction, sur le calendrier, c'est toujours l'automne, mais on a eu un petit goût d'hiver. Et de toute façon, l'hiver au jardin, au potager, ça se prépare dès maintenant. C'est un petit peu ça le concept. Oui, c'est ça. Nous allons parler un petit peu protection des cultures à l'approche de l'hiver. Aussi, comment protéger et entretenir le potager pour qu'il soit performant au printemps prochain. Et puis après, nous allons aussi évoquer quelques petites questions autour de Noël avec le sapin, puisque c'est quand même quelque chose d'important à parler. Alors, vous qui nous suivez, si vous avez des interrogations à pousser à Marion pendant cette émission, vous pouvez flasher le QR code là, qui va s'afficher sur votre écran. Un petit coup de smartphone, on va récupérer la question en direct et on la transmettra à Marion. Donc Marion, si tu es OK, on lance l'émission avec cette première question. Cette question, elle nous est envoyée par Jacqueline qui habite Rédéné dans le Finistère et qui te demande, faut-il poser un voile d'hivernage sur ses arômes? Alors, pour répondre à Jacqueline, pas forcément. Un arôme, il y a une température minimum de moins 5 degrés. Donc, on n'est pas forcément obligé de les couvrir. En fonction des conditions climatiques, bien sûr, j'ai envie de dire, il vaut mieux quand même les couvrir de préférence, car on ne sait pas combien en température minimum on aura. Donc, on peut mettre simplement un petit voile d'hivernage pour protéger et au moins on assure d'avoir une belle culture au printemps. Très bien. Alors, on passe de suite à cette deuxième question qui nous a été envoyée par Michel, qui habite Concarneau, toujours dans le Finistère. J'ai des cactées et succulentes du genre aloès, nous précise-t-il, en extérieur. Ils sont jeunes, j'ai l'intention de les couvrir avec un voile d'hivernage au grand froid, mais quel voile, quelle matière? Alors, déjà pour répondre à la question, l'aloès, enfin c'est une aloe vera principalement, donc c'est cette culture-là pour les personnes qui connaissent pas. Donc il va falloir effectivement les couvrir parce que ce sont des plantes qui sont très sensibles au froid. La petite gelée va brûler le feuillage et après pour les couvrir c'est très simple. Il faut simplement un voile d'hivernage. Donc ça c'est un voile d'hivernage simple. Il y a plusieurs épaisseurs effectivement. Il y a les voiles d'hivernage spécial grand froid. C'est tout simplement des doubles épaisseurs. La matière, c'est du polypropylène et ça permet d'avoir une aération à l'intérieur, de laisser passer la luminosité. Et ça, c'est très important parce que des fois, on recouvre avec des choses qui sont pas forcément performantes. On se dit un bout de bâche plastique, ça c'est très bien, mais en fait pas du tout. Il faut absolument qu'il y ait de l'air qui respire à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une notion d'arrosage à évoquer là, lorsqu'on parle voile d'hivernage? C'est aussi une question qui revient de temps en temps. Comment on peut procéder? Oui, alors en général, en hiver, donc déjà la consommation des plantes est beaucoup moins importante qu'en été du fait des températures. On réduit vraiment les arrosages, mais c'est important quand même d'arroser puisque souvent en fait la problématique c'est qu'on recouvre la plante et après on l'oublie pendant plusieurs mois. Sauf qu'une plante c'est quand même un organisme vivant qui a besoin de consommer et besoin de lumière. Donc c'est vraiment important d'arroser de temps en temps les plantes et surtout de les découvrir, surtout quand il y a des périodes où il n'y a pas forcément de gelée, par exemple pendant des périodes de 15 jours, d'aérer à l'intérieur, d'apporter de la lumière et surtout de regarder s'ils ont besoin d'eau, surtout si vous les rentrez par exemple dans un garage ou quelque chose comme ça, qui ne reçoivent pas de pluie naturellement, donc pas du tout d'eau quoi. Ok, donc on comprend bien. On pose le voile, mais de temps en temps, on fait respirer la plante, son arbuste, en l'enlevant et en lui faisant profiter du soleil et de la douceur si elle revient. J'imagine que la pose est importante, la façon de poser. Est-ce qu'on noue ça très fort au pied de l'arbuste, de sa plante? Comment on peut procéder? Est-ce que tu peux nous montrer?
Oui, je peux tout à fait vous montrer. Là, j'ai un pot pour vous montrer. Ah, il existe plusieurs types de poses. En fait, ça dépend vraiment de vos possibilités. Déjà, dans un premier temps, si vous avez le choix, si vous avez de la place dans votre garage qui est lumineux ou dans une cabane de jardin, privilégiez déjà de rentrer vos pots pour assurer qu'elles ne gèlent pas. S'il n'y a pas la possibilité, bien sûr, on les laisse dehors avec un voile. En premier, on met un paillage au niveau du sol. Donc là, au niveau du terreau, on met soit tout simplement des feuilles mortes qu'on aura récupérées dehors ou sur la terrasse, ou de la paille pour ceux qui en ont. Donc ça, on met vraiment au niveau du sol. Ça va permettre de réchauffer les racines et ça, c'est très important puisque si les racines gèlent, ça va faire mourir la plante. Il n'y a pas que la partie aérienne. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie souvent. Il faut vraiment réchauffer l'intégralité. Pour les plantes qui sont directement en pleine terre, on met également un paillage sur le sol. Il n'y a pas la partie pot, mais on met vraiment au réchauffe toute la partie. Donc là, vous voyez, on met le paillage tout autour. On peut mettre des feuilles mortes, peu importe. On met vraiment ce qu'on trouve. Et ensuite, au niveau du voile, donc soit on fait le tour. Donc le tour du pot, comme ça. Et après, on fait la partie aérienne. On peut faire comme ça. Donc ça, soit vous mettez une ficelle tout simplement sur la totalité. On pense bien à mettre en dessous, puisqu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui passe entre le pot et le collet de la plante, c'est-à-dire donc ici, puisque si vous laissez un passage ici, l'air froid va passer et ça peut risquer de faire brûler la plante par le froid. Donc on met bien l'intégralité et on met la petite ficelle pour vraiment coordonner tout. Il ne faut pas trop serrer puisqu'il faut qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Donc si jamais vous n'arrivez pas à faire comme ça puisqu'une plante peut piquer ou autre, j'ai cette autre solution, c'est ça. Hop. Donc ça, c'est un citronnier, c'est un citron caviar et là on peut mettre directement des bambous ou des tuteurs bois, quelque chose comme ça. Et comme ça, on peut faire le tour facilement, on laisse de l'air et surtout on paille au niveau du sol et on entoure aussi également le pot. C'est vraiment très important, moi je le fais tout le temps et ça permet d'assurer et de limiter le risque de geler pour ces plantes-là, surtout des plantes fragiles. Très bien, merci Marion. Ce qu'on peut au final retenir, c'est le voile, c'est la capuche, c'est important, c'est même le plus important. Mais on n'oublie pas l'écharpe et ça, c'est le paillage, les feuilles mortes pour éviter les Oui, petits courants d'air, quoi. c'est ça. Après, ça peut être aussi des copeaux de bois, c'est vraiment tout ce qui va réchauffer. Et si jamais vous n'avez pas de paillage, vous pouvez mettre aussi des vieux draps, des choses pour réchauffer au niveau du pot. Mais par contre, évitez de mettre un vieux drap niveau aérien, parce qu'il faut vraiment que ça respire à l'intérieur. Parce que sinon, si on étouffe, il y a de la maladie et des champignons qui vont se développer. Et malheureusement, surtout pour l'aloe vera, le risque de pourriture va être assez fort. Donc ça serait quand même dommage de perdre les plantes. C'est pour ça qu'il faut absolument, moi je recommande fortement d'enlever de temps en temps ce voile-là pour aérer à l'intérieur, apporter de la lumière, et avoir la photosynthèse qui se met en place et du coup avoir des belles plantes au printemps, quoi. Très bien, merci Marion. Alors, tu as sorti le citronnier, ça a dû inspirer Véronique de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, mais aussi Jean-Luc de Château-Giron en Ille-et-Vilaine, qui nous disent j'ai un citronnier à l'abri du vent, peut-il rester dehors ou est-ce qu'il faut absolument le protéger, y compris ses fruits, avec avec un voile d'hivernage si on le laisse dehors? Alors effectivement, le citronnier, déjà c'est une plante qui aime beaucoup la chaleur, le soleil. C'est une plante souvent du sud qu'on peut acclimater ici et ça gèle environ à -5 degrés. À partir de 5 degrés, un citronnier, il n'aime pas forcément ça. La végétation va être au ralenti. Donc premièrement, moi je préfère dire si vous le mettez à l'abri du vent contre un mur, vous n'avez pas d'autre possibilité de le mettre au chaud, c'est possible. Par contre, il faudra mettre ça dans un endroit vraiment très lumineux pour qu'il ait tout de suite, au lever du jour, le soleil qui réchauffe totalement cette plante-là. Après, comme c'est une plante qui est sensible, il ne faut pas hésiter à faire 2 tours de voile d'hivernage. On augmente les épaisseurs pour justement apporter encore plus de chaleur à l'intérieur. On met beaucoup de paille au pied et normalement, ça devrait aller. Après, effectivement, s'il gèle très fort, il vaut mieux quand même le rentrer à l'intérieur puisque ça résiste, mais à des petites gelées, quoi. Alors justement, Marion, quels sont un petit peu les critères qu'on pourrait globaliser au-delà du citronnier, de ce que l'on laisse dehors et de ce que l'on rentre au garage?
En règle générale, tout ce qui est plantes sensibles, c'est par exemple des bananiers. Souvent, les gens aiment bien ça. Il y a certains bananiers qui repoussent, d'autres pas du tout une fois qu'ils gèlent. Donc les bananiers, aloe vera, tout ce qui est cactus. Il peut y avoir aussi les lauriers roses qui gèlent à partir de -5 degrés. En fait, dès qu'une plante est en pot, elle a tendance à geler plus facilement qu'en pleine terre. Donc si vous avez la place, mettez tout ce qui est en pot, très sensible au froid, à l'abri. Et pour le reste, vous avez simplement à mettre un voile d'hivernage si jamais vous n'êtes pas sûr, mais sinon, il faut vraiment mettre ces plantes-là au maximum à l'intérieur. Et si jamais on n'a pas de garage et qu'on a quand même ces espèces qu'il convient mieux de rentrer, comment on peut faire pour les protéger malgré tout? Là, c'est là encore une question plutôt de voile d'hivernage. Oui, c'est ça. Alors, si vous n'avez pas de garage et que vous avez beaucoup de plantes, que vous aimez ça, il y a aussi une solution que je pratique. C'est par exemple, si vous avez une dizaine de pots sur un balcon ou sur une terrasse, vous rassemblez tous vos pots sur la même zone, près d'un mur. Toujours à un endroit ensoleillé. Et comme ça permet de mettre un paillage au sol entre les pots. Comme ça va réchauffer sur le pot au niveau du substrat. Et aussi entre les pots, ça va donner une petite ambiance. Vous allez mettre un voile d'hivernage sur la totalité de toutes les plantes. Et comme ça, avec l'air, ça va permettre d'isoler et elles vont se réchauffer mutuellement. Donc ça évite déjà de faire un par un chaque pot. Et ça permet de se réchauffer. Et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal parce qu'il faut mettre plutôt les plantes très sensibles à côté du mur et moins sensibles devant. Comme ça, il y aura moins l'effet froid. Si par exemple, il y a 3 pots devant, ça sera quand même plus performant et ça permet d'entretenir mieux ces plantes pour le printemps prochain. Un peu comme nous les humains, on se resserre et on se tient chaud, c'est un peu ça. Alors, c'est ça, oui. Une question de Norbert de Banalec, toujours dans le Finistère, qui ramasse ses feuilles mortes. C'est une bonne habitude, mais par contre, il hésite entre 2 méthodes. Les ramasser grâce à sa tondeuse ou à la main. Est-ce qu'il y en a une qu'il faut préconiser à l'autre? Préférer à l'autre? Alors, les 2 méthodes sont bonnes. Il n'y a pas de méthode mieux que l'autre. Par rapport à la tondeuse, c'est bien parce que ça permet d'aller beaucoup plus facilement, de ne pas forcer. On a juste à prendre le bac et à mettre sur la zone où on souhaite. Par contre, si c'est humide comme en automne, le problème c'est que les feuilles ont tendance à coller. Ça peut colmater dans la tondeuse. Donc après, c'est un petit peu plus galère. Il faut tout nettoyer. Donc ça, c'est l'inconvénient. Par contre, ça permet de voir des feuilles qui sont complètement coupées. Et ça permet tout de suite de faire du compost rapidement puisque plus une feuille sera coupée, plus elle va se dégrader rapidement. Donc ça peut être une bonne possibilité. Après, s'il veut, il peut ramasser aussi à la main. Si c'est une toute petite surface, un petit râteau à feuilles et puis c'est parti. Et après, on peut étaler vraiment sur le potager, sur les massifs pour pailler. On peut les utiliser de plusieurs manières, mais déjà, le fait de les ramasser, c'est vraiment une très bonne chose. Très bien. Toujours côté feuilles mortes, c'est Jacqueline qui habite également dans le Finistère. On a beaucoup de questions qui nous viennent du Finistère et qui nous demandent peut-on couvrir la terre du potager de feuilles broyées? On vient justement de l'évoquer. Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut ajouter de l'engrais organique? Alors, pour le potager, on peut effectivement mettre des feuilles broyées, mais il n'y a pas forcément besoin de les broyer. Des feuilles entières, complètement entières, ça fonctionne très bien. Au contraire, ça va permettre de se dégrader plus lentement dans le sol, puisque plus c'est broyé, plus ça va se décomposer vite. Après, effectivement, on peut apporter des engrais organiques, type compost ou même du fumier. Ça fonctionne très bien. On peut aussi mettre de l'engrais vert semé à l'automne après les cultures. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, ce qui est important, c'est de mettre un couvert végétal, soit qui se dégrade ou soit qui est présent, issu d'engrais verts. Comme ça permet d'avoir une solution et un endroit qui sera riche pour le printemps prochain, pour avoir des bonnes cultures et une belle production. Très bien. Alors, il y a Karine d'Alençon dans l'Orne qui nous demande comment préparer le sol et le nourrir pour le futur potager. Là, on va ouvrir. Les feuilles mortes, on peut l'imaginer, c'est pas la seule solution pour bien préparer sa terre à l'hiver. Quels sont un petit peu les autres conseils que tu pourrais nous donner, Marion? Alors, mes conseils, c'est souvent ce que tout le monde fait à peu près. C'est qu'en fait, déjà, il faut vider son potager. Souvent, les cultures d'été sont là. On vide tout, on enlève toutes les cultures. S'il y a des grandes herbes, il faut bien les enlever aussi. Ensuite, si le sol est compact, parce qu'ils peuvent être vraiment durcis avec les cultures, on prend la grélinette. C'est un outil que je vous avais déjà montré auparavant dans la première émission. Et on aère le sol, donc c'est vraiment à la main. On ne détruit pas les vers de terre, bien entendu. Et ça permet d'aérer le sol, de décompacter. Ensuite, on prend tout ce qui est feuilles mortes, puisqu'il y en a beaucoup en ce moment, même de la paille, des choses comme ça. On étale sur le potager. Ça permet d'enrichir et de faire un petit couvert végétal. Et après, on peut remettre par-dessus
Pour protéger le sol, encore des feuilles mortes. On peut mettre aussi du carton si vous en avez. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir de plastique dessus, ni d'impression dessus. Ça apporte de la matière carbonée. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Et c'est surtout que ça va éviter le développement des adventices sur le potager. Donc au printemps prochain, il y aura simplement à retourner la terre. Le sol sera bien riche. Et grâce à ça, vous n'aurez pas de mauvaises herbes de développer parce que ça va être étouffé par votre couvert végétal. Donc toutes vos feuilles mortes qui vont enrichir par la suite votre potager. Très bien, merci Marion. Alors désormais, cette question de Claude qui habite à Vange dans la Manche, qui nous demande comment éliminer la mousse sur sa terrasse. Question qui revient pour chaque détenteur d'une terrasse. Oui, c'est ça, c'est la problématique à l'automne et au printemps. La mousse verte revient tout le temps, surtout cette année, ça a été très humide. Donc pour enlever, il y a 3 solutions vraiment. C'est soit on utilise le nettoyeur haute pression avec de l'eau pour vraiment enlever toutes les impuretés. Après, moi, j'aime bien mettre une pulvérisation de savon noir. Ça va permettre de mettre une pellicule dessus qui va protéger, qui va éviter que ça reverdisse par la suite. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ensuite, il y a les anti-mousses chimiques que tout le monde connaît, pour ceux qui n'ont pas envie de frotter, j'ai envie de dire. Ça fonctionne très bien, effectivement. C'est pas top pour l'environnement, mais bon, c'est une solution. Et après, il y a tout ce qui est solution naturelle. Donc, le solution naturelle, moi, j'utilise du bicarbonate de soude avec du savon noir. Donc, il faut frotter. Donc, pour les grandes terrasses, effectivement, c'est pas l'idéal, mais il faut frotter et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien. On rince à l'eau et ça ne pose pas de problème au niveau des végétaux, surtout quand on a des massifs à proximité. Très bien. Alors Marion, là, on le voit bien, Claude, hein, il commence à préparer sa terrasse pour l'hiver. Plus globalement, c'est la question du rangement, hein. Tu souhaitais l'évoquer. On a parfois un petit peu la flemme ou pas assez de temps pour préparer ça, pour bien ranger, mais ça reste quand même important pour protéger pas mal de choses qu'on laisse autrement traîner dans le jardin, hein. Oui, c'est ça. En fait, souvent, les gens ne pensent pas forcément à ranger leur salon de jardin. Et effectivement, c'est très important. On range le potager, on range aussi son extérieur pour le préserver, pour le rendre plus durable dans le temps. Donc moi, ma solution, ma petite astuce, après, il y a plusieurs astuces, mais déjà, si vous n'avez pas de garage ou pas de cabane de jardin, il faut trouver un système D pour préserver son matériel. Et du coup, moi, j'utilise une bâche, tout simplement. Une bâche qu'on peut retrouver qui est opaque, qui est imperméable à l'eau, et ça permet de faire, on va dire, un tas au niveau de la terrasse, de tout mettre sur une même zone et de protéger du coup tout ce qui est salon de jardin, table de jardin, chaise de jardin. Et ça, c'est vraiment important de protéger puisque la lune joue aussi sur les matériaux. Elle dégrade les matériaux, elle change de couleur. Et pour tout ce qui est plastique, ça se décompose au fil des années. Donc si vous voulez garder dans le temps votre mobilier de jardin, regardez en photo, là, en vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en place. Vous achetez une grande bâche et tout simplement, après, la petite astuce aussi, c'est de mettre des pavés ou un morceau de bois. Il ne faut pas que les matériaux soient en contact avec le sol puisque comme il pleut, le problème c'est que ça va remonter en capillarité dans le bois et comme ça permet de préserver encore plus longtemps votre mobilier de jardin. Donc je mets simplement un petit pavé, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'exceptionnel et ça fonctionne très bien. Très bien, merci Marion. Donc n'oubliez pas de ranger ce qui doit l'être pour pas détériorer tout votre ameublement de jardin. Une question d'Alain de Saumur, c'est pas très loin de chez toi, c'est dans le Maine-et-Loire, Marion. Est-ce que le fait de passer le rouleau sur sa pelouse avant le froid présente un intérêt? Pas forcément. En fait, le rouleau, ça sert vraiment quand on fait une pelouse, donc à l'automne, ou quand on regarnit, ça permet de niveler et de tasser. Donc quand on sème, c'est bien parce que ça permet de coller les graines. Si la pelouse a déjà été mise en place il y a 1 an, voire même plus, il n'y a pas besoin de passer de rouleau. Ça sert pas forcément à grand chose de faire ça, quoi. Très bien. Nouvelle question sur la pelouse, celle de Marc qui habite Redon en Ille-et-Vilaine et qui nous demande à quelle hauteur faut-il effectuer sa dernière tonte. Alors la dernière tonte, on la fait toujours plus haute qu'au printemps ou l'été, puisqu'il faut que l'herbe soit quand même assez haute, assez forte et résiste aux gelées. Donc en général, je conseille 5 à 7 cm. Après, parler en centimètres, c'est quand même assez compliqué pour nous, on va dire particuliers. Si vous taillez à 3 habituellement, taillez à 5 au maximum. Et comme ça, vous êtes sûr de tailler à la bonne taille.
Très bien. Alors, désormais, la question de Céline de Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui nous demande: mieux vaut-il élaguer un cerisier en début d'hiver ou à la fin de l'hiver? Le cerisier, en fait, on peut effectivement le tailler début d'automne ou fin d'hiver. On peut le faire. Par contre, le cerisier cicatrise assez mal. Donc, si on taille et qu'il y a des gelées par la suite, le problème, c'est qu'il va mal cicatriser. La maladie va arriver. Donc, je préfère lui recommander de tailler plus au mois de mars pour éviter ce genre de choses. Et la sève va remonter. Donc, ça va être quand même beaucoup mieux pour la plante. Alors ça, c'était pour les cerisiers et la question de Céline, mais plus globalement, par rapport aux fruitiers, Marion, qu'est-ce que tu conseillerais? La même chose avant ou après l'hiver? Les fruitiers, on peut commencer maintenant. Tout ce qui est pommes et poires, on peut commencer dès le mois de novembre. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, tout ce qui est fruitiers à pépins, on peut commencer maintenant. Les fruitiers à noyaux, on va dire qu'il faut attendre un petit peu plus puisqu'ils sont plus sensibles à la cicatrisation. Très bien. Merci Marion pour ce retour. Alors, Monique, qui habite Montargis, nous demande: est-ce qu'il faut tailler c'est maintenant ou attendre la sortie de l'hiver? Donc c'est la même problématique pour les fruitiers, mais là pour les... Alors, les haies, on peut les tailler tout de suite, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est des plantes qui sont beaucoup plus rustiques au niveau du froid. Donc après, c'est un petit peu comme vous voulez, quand vous avez le temps. Moi, je préfère vous dire maintenant, c'est toujours mieux, puisqu'après, si on oublie en fin d'hiver, le début de printemps arrive, et là, il y a les oiseaux qui commencent à faire toute leur reproduction. Donc après, le problème, c'est qu'il y a tous les nids qui sont dans les haies, donc il vaut mieux les faire maintenant pour assurer d'éviter de les déranger. Très bien. Alors, une question de Dominique, désormais, qui habite Grasse, dans les Côtes-d'Armor. Est-il possible de semer encore de la pelouse dans les vergers? Sinon, que peut-on mettre pour empêcher les herbes indésirables de pousser? Alors, en ce moment, c'est vrai que là, on va arriver bientôt fin novembre. Ça commence à être un petit peu tard pour faire des semis puisque les gelées commencent à arriver et du coup, c'est pas forcément les bonnes conditions pour semer. Une pelouse ou autre chose, c'est vrai que s'il gèle, les terreaux, enfin, pas les terreaux, le terrain est bien humide. Donc, malheureusement, les graines peuvent pourrir en terre. Donc, je préfère lui dire de pas semer, d'attendre plutôt le printemps pour semer. S'il veut mettre, par exemple, au pied de ses arbres dans le verger, du paillage, des feuilles mortes, de la paille, des choses comme ça pour éviter les adventices, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vaut mieux attendre parce que c'est perdre de l'argent à semer quelque chose qui va pas avoir une belle réussite. Très bien, on va parler rosier maintenant, si tu veux bien, Marion, avec cette question d'Olivia de Nantes, en Loire-Atlantique, qui nous demande: peut-on déplacer de vieux et très gros rosiers en cette saison? Oui, on peut tout à fait, c'est la bonne période. On est en novembre et novembre, c'est le mois où on plante et on doit réussir les plantations. C'est vraiment la bonne période, ça évite le stress puisque justement les terres sont bien humides. Surtout pour les gros sujets, il faut surtout pas le faire au printemps, donc c'est vraiment la bonne période pour le faire. Il faut bien entendu apporter de l'engrais à la plantation, compost ou engrais naturel, peu importe. Et du coup, on arrose bien et après, normalement, au printemps prochain, il sera beau. Alors, c'est bientôt le 25 novembre, on fêtera les Catherines, et il y a un proverbe hein, qui est cher aux jardiniers, on va te laisser le rappeler, Marion, parce il dit sur la question précédente. Hein. Oui. Alors, à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Donc, la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Donc, effectivement, c'est vraiment le bon moment pour planter tout ce qui est arbre fruitier, arbre de haie, par exemple. Vraiment, il y a un bon nombre de plantes que vous pouvez planter. Donc, c'est le bon moment. Vous pouvez aller en jardinerie, décorer un petit peu votre jardin extérieur. Très bien. Alors, nous allons faire un petit tour dans le Morbihan, à Merles-Vénès, avec cette question d'Isabelle qui nous dit: mon bougainvillier est en pot depuis 2 ans, le feuillage s'est durci avec le temps. Au garage où il était l'hiver passé, il a fait une fleur qui est toujours en place. Est-ce que je peux le mettre en terre cette année ou dois-je le laisser en pot à l'extérieur? Alors, le bougainvillier, ça résiste jusqu'à -8 degrés. Donc, effectivement, en fonction de la région et des températures, c'est tout à fait possible de le mettre en extérieur. C'est encore possible à cette époque puisque c'est la bonne période pour faire les plantations. Par contre, s'il gèle -5, -10 degrés, je préfère dire attendre le printemps pour faire les plantations puisqu'il faut être quand même vigilant. Le temps que ça prenne racine dans le sol, ça peut mettre un petit peu de temps. Donc, faut adapter en fonction du climat de là où elle est exactement.
Très bien. Direction Villetaneuse désormais avec Nathalie qui nous demande, et qui doit être sensible aux oiseaux, et qui nous demande que planter qui pourrait être nourricier pour les oiseaux pendant l'hiver. Alors, en plantation, il peut y avoir tout ce qui est arbuste avec des petites baies décoratives, par exemple des pierres acantha, du hou. Il peut y avoir aussi tout ce qui est conifères, des chênes. En fait, les oiseaux consomment beaucoup les graines et du coup, ça permet de les alimenter tout l'hiver. Et aussi, après, il peut y avoir d'autres plantes qu'on met dans le jardin pour les alimenter. Enfin, il y a plusieurs possibilités, en plus des boules que vous pouvez trouver, qui sont très connues pour les nourrir en hiver. Alors tu évoques les boules, il y a aussi le tournesol avec les graines qu'on peut acheter en jardinerie, pardon. Mais on peut aussi cultiver ses propres tournesols, c'est pas compliqué. Oui, alors effectivement, moi c'est vraiment ce que je fais. Je sème mes graines au printemps, je cultive des tournesols dans mon potager. Comme ça attire tous les insectes Hmm. pollinisateurs, ça augmente mes récoltes de légumes. Et du coup, après, je récolte les tourteaux. Donc ici, j'ai ma petite cabane à oiseaux qui est encore en formation, je ne l'ai pas encore installée. Et là, c'est un tourteau avec toutes les graines. Et du coup, les oiseaux pourront en profiter. Donc là, je ne le mets pas pour le moment parce qu'ils ont assez de nourriture à l'extérieur. Mais par exemple, en janvier-février, où il y a moins de choses à manger, bah, c'est là que je pourrais les ressortir pour qu'ils se nourrissent facilement. Très bien. Direction Angers, de nouveau, c'est pas très loin de chez toi. Isabelle qui dit se battre contre ces bambous, hein. Il y a des rhizomes qui ont franchi la barrière censée les contenir. Et elle nous demande s'il existe des remèdes de grand-mère pour empêcher les racines de déloger les canalisations. Alors ça peut être récurrent en fonction des espèces de bambous qu'on choisit. C'est très traçant. C'est ça. J'en sais quelque chose. Et est-ce que tu as des solutions à donner? Alors malheureusement, j'ai pas de solution miracle contre le bambou. C'est quelque chose qui pousse vraiment très bien, qui a tendance à s'éparpiller. Donc déjà, si vous mettez des bambous, pour ceux qui souhaitent en mettre, déjà il y a des bambous traçants et non traçants. Donc toujours prendre le non traçant pour éviter les problèmes. Après, pour répondre à la question, il faudrait recreuser pour refaire un coffrage. Peut-être que la barrière anti-rhizome n'était pas assez performante. Peut-être qu'il en fallait deux. Enfin voilà, après il faut regarder, faut bien penser à couper les rhizomes au fur et à mesure, pas laisser développer les plantes, puisque le problème c'est qu'après ils envahissent tout. Donc il faudrait couper au fur et à mesure dès qu'il y en a un de trop. Et puis si vraiment ça pose problème au niveau des canalisations, si c'est trop proche d'une maison ou quelque chose comme ça, bah, le mieux vraiment c'est de tout arracher. C'est beaucoup de travail, mais ça va vraiment éviter les problèmes parce que ça peut faire de nombreux dégâts. Alors justement, j'ai envie de te poser une petite question complémentaire. On pense au bambou parce que ça pousse très vite pour certaines espèces, même si ça pousse aussi très vite en terre, avec tous les désagréments qu'on vient d'évoquer. Mais quelles pourraient être les alternatives quand on veut que ce soit occultant? Parce que c'est souvent ce que l'on souhaite, cacher un mur qui est pas terrible, cacher un voisinage. Est-ce qu'il y a d'autres options que le bambou? Oui, en autre option, type un peu de graminée, donc vraiment plantes qui montent et qui volent, il y a du miscanthus. C'est très connu, ça, c'est souvent utilisé en paillage, donc ça monte assez haut, environ 2 mètres, donc après c'est suffisant pour être caché. Après, sinon, bah, c'est plus plantes de haie, arbustes de haie, les photinia, les lauriers, des choses comme ça, parce qu'après le problème c'est que même des cannes de Provence qui ressemblent, le problème bah, c'est que ça envahit. C'est le problème de rhizome qui se développe et après c'est incontrôlable. Donc faut vraiment éviter ces plantes-là à proximité des habitations. Ouais. Très bien. Alors, cette nouvelle question, si tu veux bien, Marion, de Bernadette, elle habite dans le Puy-de-Dôme à Ambert et ça a son importance, et qui nous demande, est-ce que abriter un rince-bouteille ou un petit albizia sous un voile d'hivernage suffit pour qu'il résiste aux gelées, sachant qu'elle habite encore une fois dans le Puy-de-Dôme avec peut-être un climat plus rude que nous dans l'Ouest. Ouais. Après c'est dommage, il aurait fallu savoir la température maximale, enfin en termes de, enfin la température minimale, pardon. Pour l'albizia, c'est une plante quand même qui supporte assez bien les gelées, donc il n'y a pas forcément besoin de protéger, sauf s'il est jeune. Après, pour le rince-bouteille, ça c'est quelque chose quand même qui... C'est une plante méditerranéenne, ça aime beaucoup la chaleur. Donc je préfère lui dire oui, de bien recouvrir avec double épaisseur de voile d'hivernage, vraiment au paille-au-pied. Faut pas hésiter à en mettre même un petit peu au cœur, enfin tout en laissant respirer, mais vraiment ouais, on protège. Après, si elle a le moindre doute,
Il faut vraiment mettre une protection supplémentaire, ça ne coûte pas grand-chose et ça permet de sauver quand même une plante pour le printemps. Prudence donc dans ces climats peut-être un petit peu plus compliqués que chez nous. Alors on ne voulait pas faire cette émission sans aborder les sapins de Noël avec une question là qui doit se poser en ce moment, hein. C'est maintenant peut-être que l'on prépare le sapin à la maison. Alors quelle variété choisir si l'on veut que les épines tiennent le plus longtemps possible, Marion? Alors pour les sapins, il existe vraiment deux variétés que tout le monde connaît. Il y a les Norman et les épicéas. Donc les épicéas, ce sont des sapins qui ont tendance à avoir des aiguilles qui tombent facilement. Par contre, ils ont une très bonne odeur, donc c'est pour ça qu'ils sont quand même appréciés à l'intérieur. Le Norman, c'est des aiguilles qui sont plus fines, plus arrondies, et il a tendance à résister beaucoup plus à l'intérieur. Donc après, à vous de voir en fonction de ce que vous préférez en termes de couleur d'épines, parce que le Norman est plus foncé. Et si jamais vous devez en choisir un dans les deux, le Norman est quand même plus résistant en intérieur. Quand je dis résistant, c'est par rapport à la température, le chauffage, puisque quand on passe de 0 degré en extérieur à 20 degrés à l'intérieur, souvent les aiguilles ont tendance à tomber assez facilement. Très bien. Alors, comme on en a pris l'habitude dans Question Jardin, on va désormais passer aux outils. Un bon jardinier se doit d'être bien outillé. C'est notre séquence outillage. Alors Marion, si on doit garder près de nous 3 outils indispensables par rapport à toutes les questions qu'on a abordées de préparation d'hiver, là. Alors, c'est plus ou moins des outils, c'est vraiment des accessoires pour moi. En premier, ça va être le voile d'hivernage. À l'arrivée de l'hiver, il faut absolument une protection. Donc, c'est le voile d'hivernage qui est vraiment primordial pour protéger ses plantes. En deux, donc on protège ses plantes, on protège aussi son mobilier de jardin. Donc là, comme je vous avais fait voir avant, c'est une bâche de protection opaque. Ça peut être une bâche que vous pouvez trouver pour protéger les remorques, le bois, des choses comme ça. Opaque et surtout imperméable à l'eau. Ça, c'est vraiment très important pour protéger tout son équipement d'extérieur, puisqu'on protège les plantes, mais pas que. Et ensuite, après, on va avoir tout ce qui est plantation. Donc, c'est la pelle bêche pour faire toutes les plantations de novembre, puisque c'est la bonne période pour planter tous les arbres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile. Ça fait un trou vraiment franc, facile à faire. Et c'est ce que j'utilise pour toutes mes plantations d'arbres. Et nous voilà bien outillés. Il est temps de se quitter, hein, Marion. On va se donner rendez-vous dans un mois. Et parce que Question Jardin est toujours attentif à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de jardin, mais qui aiment ça, de quoi parlerons-nous? Dis-nous la prochaine fois, ça les intéressera. Alors, la prochaine émission, nous allons rentrer en intérieur puisqu'on est en hiver et il est important de parler de tout ce qui est plantes vertes, notamment avec l'orchidée puisqu'il y a de nombreuses personnes qui en ont et nous pourrons répondre à toutes vos questions sur comment refaire fleurir une orchidée, comment les arroser et toutes les autres questions sur les plantes vertes que vous vous posez. N'hésitez pas à le noter pour la prochaine émission. Très bien, en tout cas, merci Marion, bon courage dans ta serre et dans ton jardin. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour un nouveau numéro de Question Jardin.